Fabrice, tu n'as pas multiplié les interventions médiatiques ces derniers jours. Tu nous expliqueras d'ailleurs tout à l'heure pourquoi avec nos invités. Mais d'abord, ensemble, on va passer en revue les arguments qu'on a le plus entendus dans ce grand brouhaha. On va essayer ensemble de distinguer le vrai du faux. Peut-être l'affirmation qui est le plus revenue, on peut la résumer ainsi. Le dossier est vide. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison car, selon les juges, il ne pouvait pas ne pas savoir le projet, l'intention de ses collaborateurs Claude Guéant et Brice Hortefeux qui discutaient avec le numéro 2 du régime libyen d'un financement de la campagne de 2007. Exemple, Jean-Michel Apathy sur LCI. L'association de malfaiteurs repose sur cette idée que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ne pas savoir ce que faisaient les proches collaborateurs à lui. Et alors, il ne pouvait pas ne pas savoir quoi, la justice est infoutue de le dire, il ne pouvait pas ne pas savoir, et allez vous faire voir. Voilà, la formule amuse ceux qui l'écoutent sur le plateau. Fabrice, que peut-on en dire ? Alors que c'est tout sauf drôle et qu'il faut manifestement le dire, le répéter et même le marteler. Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux ont été condamnés pour avoir négocié à l'automne 2005 avec un terroriste, lui-même condamné définitivement par la France, c'est le numéro 2 du régime Kadhafi, tu l'as dit, Abdallah Senoussi, un pacte corruptif à Tripoli dont le but était le financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Négocier un pacte, c'est pas une idée, c'est un acte. Ça s'est fait sur la foi de rendez-vous, deux rendez-vous. Un premier en octobre 2005 à Tripoli, secrètement, dans le dos de l'ambassade, entre Claude Guéant et le terroriste recherché par la France, Abdallah Senoussi. Puis un second rendez-vous en décembre 2005 entre Brice Hortefeux, qui est, soit dit en passant, ministre des collectivités territoriales françaises sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, avec le même terroriste, dans les deux cas avec l'agent de corruption Ziad Tekeddine. Tout ça pour dire quoi ? Que des réunions, c'est pas une idée. Ce sont évidemment des actes. D'ailleurs, l'association de malfaiteurs, dans la définition du code pénal, c'est les actes préparatoires d'autres délits. Ce n'est pas les idées préparatoires, ce n'est pas le projet intellectuel, ce sont bien des actes. En l'occurrence, ici, les délits qui sont visés, c'est la corruption et le financement illicite de campagne. Déjà, rien que ça, pour manifestement beaucoup de commentateurs, de commentatrices, d'éditorialistes, c'est pas grave. Aller négocier avec un terroriste qui a tué 170 personnes, c'est-à-dire plus que le nombre de victimes du Bataclan, de l'argent noir pour un financement de campagne électorale, déjà, c'est pas grave. Mais ça va plus loin. Le tribunal a dit que la partie libyenne, le régime Kadhafi, a honoré sa partie du pacte puisqu'ils ont effectivement versé 6,5 millions d'euros pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Ça aussi, c'est un acte et pas une idée. Et justement, sur cette question du financement, eh bien, la question est beaucoup revenue, le sujet est beaucoup revenu. Des éditorialistes, des commentateurs nous ont dit qu'il n'y a pas eu d'argent qui est venu dans la campagne, d'argent libyen venu dans la campagne. Il n'y a donc pas de financement libyen. On va écouter, par exemple, le politologue Jérôme Jaffray sur le plateau de C'est dans l'air sur France Télévisions. Il s'est dit choqué, bouleversé un peu avant dans l'émission et il pense que la justice s'est payée un ancien président de la République. Le mot malfaiteur appliqué à un ancien président de la République. Est-ce qu'il y a une politisation de la justice ? Est-ce que la justice a rendu le verdict qu'elle aurait rendu pour quelqu'un d'autre ? À partir du moment où on n'a pas trouvé trace de cet argent dans la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, dans son patrimoine, dans son train de vie, on peut se dire, est-ce que la justice n'a pas appliqué une sévérité parce que c'est la politique qui est en cause ? C'est-à-dire la justice se paye la politique dans cette affaire. Autrement dit, il n'y a pas d'argent libyen, il n'y a pas de financement, il n'y a rien, donc une justice d'exception pour Nicolas Sarkozy. Oui, les commentateurs, Jérôme Jaffray en tête, peuvent évidemment penser ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'ils adossent leur raisonnement sur des faits qui sont parfaitement inexacts. D'abord, le tribunal, vous l'avez compris, j'ai dit qu'il y avait un pactole libyen, 6,5 millions d'euros qui ont été effectivement versés pour financer la campagne. Eh bien, le tribunal l'écrit noir sur blanc. J'ai repris la citation qu'il y a dans le jugement. Le pactole libyen, je cite, a donné lieu à des retraits d'espèces importants dans une temporalité compatible avec la campagne électorale. Mais ça va encore plus loin. On a retrouvé des espèces illégales dans la campagne qui ont circulé au QG de campagne de Nicolas Sarkozy et au QG de l'UMP. Le trésorier de la campagne, Éric Woerth, a donné des explications que c'était des militants qui avaient envoyé anonymement par la poste ces grosses coupures. Le tribunal dit, je le cite, que les explications d'Éric Woerth sont, ouvrez les guillemets, dénué de toute crédibilité et qu'il n'apporte aucun crédit à ce qu'a dit Éric Woerth. Et pour autant,
Éric Woerth comme Nicolas Sarkozy sont relaxés du délit de financement illicite de campagne, ce sur quoi s'adossent beaucoup de commentateurs. Alors là, il faut un tout petit peu expliquer pourquoi. Le code pénal nous dit que le délit de financement illégal de campagne ne peut être commis que par une seule personne. C'est le candidat, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Le tribunal nous dit qu'il y a des espèces illégales qui ont circulé, que Éric Woerth, trésorier, aurait dû les déclarer et que ces explications sont complètement fantaisistes. Pour autant, le tribunal dit nous n'avons pas de preuve que Nicolas Sarkozy savait pour la circulation des espèces. Comme nous n'avons pas cet élément, nous devons relaxer Nicolas Sarkozy. Comme c'est l'auteur principal, en droit français, on ne peut pas condamner le complice, même s'il a commis le délit, si l'auteur principal n'est pas condamné. Donc la relaxe de Nicolas Sarkozy entraîne celle d'Éric Woerth. Et puis pour en terminer, le tribunal nous dit il ne ressort pas de manière indubitable de la procédure que les sommes retirées en espèces qui proviennent du pactole libyen versées pour financer la campagne seraient issues des fonds libyens. Et là, et pour cause, on n'a pas d'empreinte d'Abdallah Senussi ou de Muammar Kadhafi sur les billets, pas plus qu'on a, je crois, de selfies de la valise qu'aurait remise Ziad Takieddine à des proches de Nicolas Sarkozy. Troisième affirmation, c'est un peu toujours la même veine, mais c'est une autre version. Il n'y a pas de preuves. L'argument, il a été repris sur de nombreuses antennes, parfois même dans le questionnement des journalistes, on verra un peu plus tard. Et c'est aussi celui des avocats de Nicolas Sarkozy qu'on a vraiment beaucoup vu sur les plateaux télé depuis une semaine, ici par exemple sur BFM TV. Le sujet devant le tribunal, c'est est-ce qu'il y a des preuves de ce que le tribunal avance? Non, il n'y en a pas. C'est ça qui est très dur pour nous. Voilà, Fabrice, il n'y a pas de preuves. Oui, c'est très dur pour l'équipe de défense de Nicolas Sarkozy, c'est bien normal, mais dans un dossier d'une telle magnitude, je crois pouvoir dire qu'on a rarement vu autant de preuves matérielles. D'abord, les virements bancaires dont j'ai parlé, l'argent que le régime libyen a financé pour honorer le pacte corruptif, les virements ont été retrouvés. Ça, c'est un élément matériel, c'est ce qu'on peut appeler une preuve. Il y a dans le dossier une preuve déterminante. Ce sont les fameux carnets de Choukri Ghanem, un ancien dignitaire libyen, Premier ministre, qui consignait les versements pour la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est une preuve déterminante parce que c'est une preuve qui date de 2007, qui donc prouve que les accusations de financement ne viennent pas avec la guerre de 2011, et puis ça prouve l'intentionnalité du régime pour financer la campagne. Ça aussi, c'est un élément matériel. Les retraits d'espèces dont j'ai parlé, ils sont consignés dans les banques. Ça, ce sont bien également des preuves, mais on a aussi toutes les archives des intermédiaires, qu'on peut aussi appeler les agents de corruption. Il y a eu 52 perquisitions dans le dossier. On a retrouvé des documents au ministère de l'Intérieur, à la présidence de la République. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments matériels dans ce dossier. Ce sur quoi essayent de jouer notamment les avocats de Nicolas Sarkozy et toute la cohorte de leur soutien, y compris médiatique, c'est de dire on est condamné sur la foi d'un faisceau d'indices. Et ça, c'est important pour celles et ceux qui nous regardent. En droit pénal, le faisceau d'indices, il est grave, précis et concordant. On a l'impression qu'un indice, c'est un truc comme ça qui flotte, qui ne pèse pas lourd. Mais un élément matériel, c'est un indice. Et le faisceau grave, précis et concordant de ces indices, c'est ce qui forme la preuve. Quatrième affirmation, en fait, Nicolas Sarkozy n'a pas été condamné pour corruption. Il n'y a donc pas de pacte de corruption, comme l'affirment les juges. Cet argument, on l'a entendu en fait dès le matin de sa condamnation, avant même l'annonce de sa peine, par exemple ici sur le plateau de BFM TV. Dans le réquisitoire, on parlait quand même d'un décisionnaire, le véritable commanditaire, un pacte de corruption avec le dictateur Kadhafi. En fait, tout ça tombe. Tout ça tombe, nous dit la présentatrice de BFM TV. Il n'y a pas de corruption dans ce dossier. Alors, il y a une subtilité qui est très importante d'un point de vue factuel et juridique de comprendre pour celles et ceux qui nous regardent. Le tribunal dit il y a un pacte corruptif. Il est même niché au cœur de l'association de malfaiteurs, puisque c'est ce qui a été négocié avec le terroriste Abdallah Senussi par les hommes de Nicolas Sarkozy, notamment son directeur de cabinet, dont je rappelle que Nicolas Sarkozy a dit à la barre du tribunal qu'un directeur de cabinet exécute tout ce que lui demande le ministre, sur une question maligne de la présidente du tribunal. Mais ça va même plus loin. Le tribunal dit qu'il y a des contreparties à ce pacte corruptif. Elles sont de 3 ordres. Réaccompagner la Libye, l'ancien État paria, dans le concert des nations, ça pouvait coûter très cher. Et Muammar Kadhafi était prêt à verser beaucoup pour ça, vis-à-vis de la France, qui est quand même le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Deuxième contrepartie entérinée par le tribunal,
promettre de regarder la situation pénale du terroriste condamné en France, ce qui a été fait, et troisième contrepartie, vendre du nucléaire au dictateur Mouammar Kadhafi. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy a, en dépit de tout ça, été relaxé pour corruption? Parce qu'il a été relaxé. Il y a un raisonnement juridique très subtil du tribunal qui nous dit que Nicolas Sarkozy n'a pas négocié le pacte corruptif qui pourtant existe en tant que ministre de l'Intérieur, donc il n'était pas dépositaire de l'autorité publique. Il l'a négocié en tant que candidat, donc il n'est pas dépositaire de l'autorité publique. Or, pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait déposition de l'autorité publique. Et le tribunal nous dit que cette déposition ne commence qu'à partir du moment où il devient président. Et nous n'avons pas d'acte positif qui montre qu'il a honoré le pacte, qui pourtant existe depuis 2005. Cinquième affirmation, Fabrice, la justice s'est montrée particulièrement sévère parce qu'elle a appliqué à Nicolas Sarkozy la peine maximale prévue dans le cadre de l'association de malfaiteurs. Un argument entendu très tôt aussi le jeudi matin sur BFM et aussi dans la bouche de cet avocat, M. Grégory Lévy. C'est une aberration juridique, dans le sens où le tribunal a écarté une majorité des qualifications pénales, n'en retient qu'une, qui est quand même la plus faible. Et il choisit la peine maximale. Et il choisit la peine maximale, donc il prend la peine encourue au maximum du quantum. Voilà, la peine maximale. Oui, alors il faut que cet avocat qui, à ma connaissance, n'est pas venu assister aux audiences et n'avait pas de clients dans la salle, retourne à ses charges d'études, puisque l'association de malfaiteurs, la peine maximale, c'est 10 ans. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans. Sixième affirmation dans la tranche info Marshall Truchot sur BFM TV. La peine de prison est incompréhensible, nous dit le présentateur, car Nicolas Sarkozy, dit-il encore, a un casier vierge. Pourquoi ce mandat de dépôt Parce que je regardais, c'est une affaire qui remonte à 18 ans. Oui. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy, même s'il est impliqué dans de nombreuses affaires, a un casier judiciaire vierge. Fabrice, la justice aurait dû être plus clémente puisqu'il a un casier judiciaire vierge. Alors non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, Nicolas Sarkozy a un casier judiciaire vierge au moment où il commet les faits pour lesquels il est condamné dans l'affaire libyenne. En 2005. Évidemment, il a fait appel, il est de nouveau présumé innocent. Mais Nicolas Sarkozy n'a plus de casier judiciaire vierge aujourd'hui, puisqu'il a été définitivement condamné en droit interne français pour corruption dans l'affaire Bismuth, où là, il n'est pas le corrompu, il est le corrupteur, puisqu'il a corrompu, d'après la justice, un magistrat de la Cour de cassation. L'affaire Bismuth, elle est née de l'affaire des financements libyens. Donc, le mandat de dépôt, il n'est pas prononcé par rapport à son casier judiciaire qui serait vierge ou pas vierge. C'est pour deux raisons qui ont été, je crois, très bien expliquées par le tribunal. D'abord, la gravité exceptionnelle des faits que manifestement peu de gens sur les plateaux de télé ne veulent regarder. Et c'est une citation de la juge. Gravité exceptionnelle, c'est une citation du tribunal. Négocier un pacte corruptif pour un financement occulte de campagne électorale avec un terroriste. Mais il y a une deuxième raison. C'est l'attitude de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de ses condamnations et surtout de sa condamnation définitive pour corruption, où au tribunal, il a quand même assisté au procès libyen avec un bracelet au pied à cause de cette condamnation, et il a continué, un, de la minorer, deux, de mettre en cause l'institution judiciaire. C'est l'une des raisons de son mandat de dépôt. Et bien sûr, Fabrice, le travail de Mediapart a été mis en cause. Alors, pourquoi pas qu'il soit questionné, on s'en explique, c'est la vie et c'est même très sain. Le problème, c'est que ça a souvent été avec des arguments mensongers, de mauvaise foi ou carrément dangereux, avec en particulier cette focalisation sur une note libyenne datant de 2006 que Mediapart a publiée en 2012, qui est une promesse de financement du régime de Kadhafi pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Une note dont la juge a estimé qu'elle était, je cite, probablement un faux. Une note dont certains journalistes ont dit qu'elle était à l'origine de l'affaire. Donc Mediapart était vraiment à l'origine de l'affaire. Olivier Truchot, encore lui, sur BFM. La note de Moussa Koussa sur le financement libyen qui fait démarrer cette affaire, qui est effectivement publiée en 2012 alors qu'on est pendant la campagne présidentielle. Fabrice. Alors, c'est doublement faux. D'abord, les premières révélations de Mediapart, c'est en 2011. La note Moussa Koussa est révélée en 2012, mais l'enquête judiciaire est ouverte en avril 2013, sans lien avec la note Moussa Koussa et sa révélation d'un point de vue de calendrier. En réalité, ce sont des déclarations de l'agent de corruption Ziad Takieddine à la télé, notamment sur le plateau de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, qui ont accéléré l'ouverture de l'enquête par le parquet de Paris, qui a ouvert une information judiciaire en avril 2013.
Une note qui, par ailleurs, a donné lieu, alors déjà, à beaucoup de commentaires, mais surtout à des accusations outrancières de, je cite, complot, lancées par Nicolas Sarkozy, répétées par ses soutiens. Il a été dit clairement dans la décision que le document produit par Mediapart était un faux. Ça pose donc une question grave ce soir, c'est-à-dire la collusion frauduleuse, et mon terme est volontaire, qui existe entre certaines personnes dans l'autorité judiciaire et des médias qui se croient tout permis. Mediapart a produit quand même la plus grande fake news des 15 dernières années. Je ne comprends pas que ces gens-là, aujourd'hui, ne soient pas devant le tribunal. Tout est parti du document de Mediapart. La persécution du judiciaire a commencé là. Donc, si quelqu'un devait être condamné, ce sont les journalistes de Mediapart. Et Louis Plenel ? Mais j'en sais rien, j'en fiche. Fabrice, on vient sur le fond de cette question de la note juste après, mais d'abord sur cette idée quand même, une accusation très grave, quoi, l'idée d'un complot de Mediapart. Mediapart qui vit sur des fake news et qui aussi vit dans un complot avec la justice contre Nicolas Sarkozy. Le seul complot qu'il y a dans cette affaire, c'est celui pour lequel Nicolas Sarkozy et ses soutiens ont été condamnés. Puisque aller négocier avec un terroriste un pacte corruptif pour le financement illégal de la campagne en 2005 dans le dos de l'ambassade, c'est un complot contre la République. Mais c'est même un complot contre la loi. Et les complots, ça existe parfois même avec la justice. C'est vrai, c'est l'affaire Bismuth. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Nicolas Sarkozy a été condamné pour corruption pour avoir corrompu un haut magistrat. C'était une forme de conspiration contre la justice. Donc s'il y a complot dans cette affaire, c'est pas du côté de Mediapart qu'il faut le chercher. Et sur le fond de cette note, donc, on l'a dit et redit depuis une semaine, tu vas nous le redire, non seulement elle n'est pas à l'origine de l'affaire, tu l'as dit, mais en plus, la justice a déjà estimé que ce n'était pas un faux, elle s'est déjà prononcée. Oui, il y a un commentaire du tribunal dans le jugement, avec cette expression très bizarre, probablement faux, qui va à l'encontre de l'autorité de la chose jugée, puisqu'on l'a dit, on le redit, on le répétera. Mediapart, après 4 ans d'enquête très poussée, a gagné son procès face à Nicolas Sarkozy et à Brice Hortefeux. La Cour de cassation en 2019, c'est-à-dire la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, ayant dit que ce n'était ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Mais il y a probablement, pour reprendre l'expression du tribunal, une erreur de date dans le document au sujet d'une réunion qui a vraiment existé. C'est la fameuse réunion entre Brice Hortefeux et le terroriste Abdallah Sinoussi. On a déjà expliqué pourquoi il y avait probablement une erreur de date, parce que dans énormément de documents libyens, il y avait des erreurs de date et l'administration libyenne était rendue folle par une foucade du dictateur Kadhafi qui avait imposé un calendrier révolutionnaire, une sorte de thermidor libyen qui était unique au monde. Aucun pays arabe en termes de calendrier musulman avait le même calendrier. Quand il fallait convertir dans le calendrier chrétien, il y avait souvent des erreurs. Évidemment, une erreur de date, ça n'a jamais fait un faux. Mais pour conclure sur cette note, nous avons quand même une note qui évoque un financement qui a été retrouvé au sujet d'une réunion qui a existé, avec des protagonistes qui ont tous été condamnés. C'est fort pour info, quand même. Fabrice, cette note, elle est par exemple l'objet de beaucoup de supputations. Par exemple, en ce moment, un article du Point. Et c'est assez symptomatique, dans ce long article du Point, tu as dénoncé, et ton billet de blog, il est en ligne là sur Mediapart, pas moins de 19 erreurs factuelles sur cette note. Alors, on ne va pas tous les résumer ici, mais qu'est-ce que ça nous dit ? 20 erreurs factuelles. 20 erreurs factuelles que le Point refuse de corriger. En fait, l'article du Point, c'est comme un condensé de tout ce qu'on est en train de se dire. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans cette opération, parce que c'est une opération. C'est une opération. En tout cas, le jugement est tombé le 25 septembre. C'était un jeudi en milieu de journée, vers 13h. J'ai reçu le vendredi matin, alors que nous n'avions pas encore les éléments du jugement précis, une liste d'une bonne dizaine de questions d'un journaliste du Point le vendredi à 10h du matin, qui dessinait une sorte de récit très précis de ce qui allait être écrit. J'ai répondu exhaustivement, très longuement à toutes les questions qui étaient bourrées d'inexactitudes. Aucune de nos réponses n'a été prise en compte par le journal Le Point. C'est pourquoi nous avons répondu simplement que pour au moins les lectrices et les lecteurs du Point voient à quel point ils sont
désinformée dans cet article. Et vous pouvez donc lire ça sur Mediapart, c'est en accès libre. Très rapidement, Fabrice, cette semaine, il y a encore eu un peu de créativité, pas mal, beaucoup même de créativité sur les chaînes d'infos. Par exemple, avec cet argument ici développé par l'éditorialiste Christophe Barbier, Nicolas Sarkozy, en fait, n'a pas été jugé par le bon tribunal. Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû comparaître devant un tribunal correctionnel pour cette affaire. C'est vrai, les faits qui lui sont reprochés, c'est d'avoir envoyé des collaborateurs, peut-être en Libye pour négocier, peut-être un pacte, mais il était ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Il relève donc de la Cour de justice de la République. Il a raison. Et toc, Fabrice. Alors ça, c'est pas une idée de Christophe Barbier, en fait, c'est un argument de Nicolas Sarkozy. C'est un argument de défense de Nicolas Sarkozy qui a le droit de soulever tous les arguments de défense pour protester de son innocence. Il l'a soulevé plusieurs fois. À l'instruction, il a perdu. Jusque devant le tribunal, il a perdu. Non, il ne relève pas d'une justice d'exception. C'est ça, la Cour de justice de la République. C'est une justice d'exception dont manifestement M. Barbier rêve pour les hommes politiques. En l'occurrence, là, les actes commis sont détachables de la fonction. Donc Nicolas Sarkozy ne relève pas de la CJR, contrairement à ce que dit avec beaucoup d'assurance Christophe Barbier. On a enfin entendu beaucoup de voix s'émouvoir que Nicolas Sarkozy soit envoyé en prison, car comme il l'a dit lui-même, on connaît son adresse, il ne peut pas récidiver. 2 exemples médiatiques. Le premier, c'est la chroniqueuse Isabelle Saporta sur RTL. Puis pour parfaire le tableau de l'humiliation faite davantage à la France, dont il a été le magistrat suprême qu'à l'homme, on prend un mandat de dépôt avec exécution provisoire. Autant dire qu'on cherche à le mettre en prison le plus tôt possible. Pourquoi ? Craignait-on qu'il ne s'enfuit ? Pour bien connaître le président Sarkozy, ça n'est pas tellement son genre de fuir un combat. On aurait donc pu lui éviter cette infamie. On aurait pu lui éviter cette infamie. Le deuxième, c'est cet échange où le président du tribunal judiciaire de Paris est invité de France Inter. Alors, c'est très très rare. Il explique que ce mandat de dépôt, c'est-à-dire que le fait que Nicolas Sarkozy va aller en prison prochainement, c'est plutôt habituel en fait, et que cette question de la récidive, en l'occurrence, n'a pas beaucoup de sens. C'est technique, oui, mais c'est important. Le journaliste Benjamin Duhamel, qui l'interroge, vous allez voir, est assez pressé par le temps, semble pressé par les temps, et il écoute à peine cette réponse pourtant importante. J'ai l'impression que les uns et les autres découvrent la réalité de la justice de notre pays. Mais tous les jours, va aller en comparution immédiate. Les personnes sont incarcérées alors qu'elles peuvent faire appel, alors qu'elles sont dans le délit d'appel. Souvent parce qu'ils présentent un risque de trouble à l'ordre public, un risque de récidive, un risque pour la sécurité des Français. Oui, alors ça va être un peu technique, mais ces critères sont les critères avant le jugement. C'est le critère de l'article 144. Après le jugement, on n'est pas dans la question de la réitération ou la question des risques de pression. C'est la question de la gravité exceptionnelle des faits. C'est pas la même motivation. Quand on vient dire, non, mais c'est important, la motivation d'un mandat de dépôt avant le jugement et après le jugement n'est pas le même en procédure pénale. Voilà, on l'a perdu, hein, Benjamin Duhamel. Pourtant, c'est très important puisque c'est une explication technique, juridique d'une question qui est très soulevée dans tous les médias. Et bien sûr, et c'est normal qu'on discute de l'application du droit. Est-ce que c'est sévère, trop sévère, mandat de dépôt? Mais qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte une haine de l'égalité devant la loi d'un certain nombre de commentateurs et de commentatrices qui, au lieu d'aller au tribunal regarder comment ça se passe pour tous les citoyens, je veux dire, quasiment 90% des personnes condamnées à plus de 2 ans de prison ferme, il y a un mandat de dépôt. Donc Nicolas Sarkozy est condamné comme n'importe quelle Française et Français avec 5 ans de prison ferme pour des faits d'une gravité exceptionnelle, comme l'a bien expliqué le président du tribunal de Paris. Et pour moi, c'est ça que nous raconte cette séquence. C'est qu'il y a des personnes qui ne supportent pas l'idée que des politiques puissent être traités quand ils mordent la ligne du code pénal comme n'importe qui. Pourtant, la démocratie, il me semble que c'est cela, le régime du n'importe qui. Fabrice, en effet, Nicolas Sarkozy, finalement, c'est un justiciable comme les autres. Et c'est vrai qu'il y a des proches de Nicolas Sarkozy qui ont dit qu'en fait, il devait être jugé différemment, d'une certaine façon. C'est exactement ça. On est au cœur d'une pathologie française qui se niche dans une maladie du commentariat médiatique qui, plutôt que de regarder ce que nous racontent les affaires de corruption, des atteintes à la probité dans notre pays, préfère faire la torture romaine pour défendre la personne qui est quand même
un délinquant au regard du droit français, puisqu'il a été condamné définitivement dans l'affaire Bismuth. Et ça, c'est vrai que c'est triste. Avant de recevoir nos invités, concernant ces attaques contre Mediapart, les co-directrices éditoriales de Mediapart, Lénaïque Bredoux et Valentine Auberti, ont répondu dans un texte en accès libre publié dimanche sur Mediapart intitulé « Jugement Sarkozy, la piteuse diversion contre Mediapart ». C'est en accès libre. Elles écrivent « Depuis jeudi 25 septembre, l'ancien président de la République multiplie les attaques contre Mediapart pour tenter de faire oublier sa condamnation qui est lourde à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé et aux motivations du tribunal évoquant une affaire d'une exceptionnelle gravité. Nicolas Sarkozy tente par tous les moyens de faire diversion et une partie de la classe politique et médiatique s'engouffre dans la brèche. L'attitude de Nicolas Sarkozy, sa violence habituelle, ses attaques incessantes contre la liberté de la presse et l'état de droit ont des conséquences alarmantes. Et elles poursuivent. Depuis jeudi, des magistrats sont menacés. 2 enquêtes ont même été ouvertes. Nos journalistes reçoivent des messages haineux. Ce climat infect doit cesser. La presse doit pouvoir travailler librement, en toute indépendance et en toute sécurité. Donc je l'ai dit, texte on va retrouver en accès libre sur Mediapart. Ce climat infect doit cesser, disent-elles. Elle parle aussi de messages haineux que nous avons reçus. Qu'en est-il, Fabrice ? Oui, on a reçu au journal, j'en ai reçu de manière personnelle, sur des messageries personnelles, des menaces de mort. Donc ce qui est en train de se dire sur l'autel du n'importe quoi n'est pas sans conséquence. La présidente qui a jugé, alors que c'est quand même une décision collégiale, ce sont 3 magistrats qui ont jugé et menacé de mort, des enquêtes ont été ouvertes. Et comme nous l'avons été également, nos avocats sont en train de rédiger une plainte pour qu'effectivement tout cela cesse. Voilà, merci Fabrice pour ce premier tour d'horizon. On va recevoir nos invités. Sur toute cette affaire, on vous incite vraiment à relire nos articles, près de 200 depuis 14 ans. On est peut-être d'ailleurs à 200 maintenant. Et de voir le film Personne n'y comprend rien, réalisé par Yannick Kergoat, qui est disponible en VOD sur Mediapart. Tu restes avec moi, on accueille nos invités. Mediapart.